Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des éditions Gallmeister. Je suis Louise, je travaille dans la maison et je suis en charmante compagnie. Aujourd'hui, je suis avec deux éditeurs. Cette fois, pas besoin des sous-titres car nous allons parler français. Une fois n'est pas coutume, ne vous habituez pas trop. Je suis en compagnie notamment d'Oliver Gallmeister, fondateur de la maison. Bonjour Oliver. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je sais que l'exercice n'est pas facile. Tu es donc directeur éditorial de la maison. Tu l'as fondée il y a maintenant 21 ans. Tu es toujours l'éditeur de toute la littérature américaine produite par la maison. Et tu es un peu le chef d'orchestre, on va dire, de tout ce qu'on produit. Si, je crois que j'ai bien résumé. On va dire ça, oui. Et Bénédicte, qui est également avec nous, toi, tu es éditrice de toute la littérature qui ne vient pas des États-Unis, justement. Donc, tu as le reste du monde. Tu es avec nous depuis 2019. Tes premiers titres sont arrivés en 2021, notamment Un jour viendra de Du Lac-Aminito. Bonjour Louise. Bonjour Bénédicte. On va reparler de Du Lac-Aminito très bientôt, parce que voilà, il y a de l'actualité. On est là pour vous parler de la rentrée littéraire et elle en fait partie. Mais d'abord, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'un autre roman parce que on est très content d'explorer un nouveau territoire qui est le Japon. Mais pas avec un auteur japonais, avec un auteur américain. Ce qui veut dire que c'est Oliver qui a dirigé ce projet. Oliver, je te laisse en parler. Alors, L'Empire de l'Automne, c'est un roman sur lequel je suis tombé par hasard il y a quelques mois, en discutant avec un éditeur qui m'a parlé d'un livre qu'il avait adoré et qu'il allait bientôt publier. Il m'a dit tu vas voir, c'est un mélange entre Shogun et Game of Thrones. Comment ne pas être attiré par une telle description ? Et j'ai découvert ce premier roman, premier volume d'une trilogie en plus, L'Empire de l'Automne, d'un jeune auteur qui s'appelle Alex Tamaki, A.S. Tamaki, qui est américain, d'origine japonaise. On sait très peu de choses de lui, alors si ce n'est qu'il est jeune, qu'il a travaillé à Hollywood, donc dans les scénarios, et ça se sent dans son écriture, on le verra très vite, et qu'il peut retracer ses origines japonaises jusqu'aux clans qui ont inspiré l'histoire, qui raconte justement dans L'Empire de l'Automne. Et donc c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà. C'est un roman qui se déroule dans une sorte de Japon médiéval, imaginaire, qui se passe dans une époque féodale. Il y a des moines, il y a des soldats, il y a des chevaux. Et en fait, c'est une quête initiatique, un roman sur ce que les Américains appelleraient un coming of age. On va suivre 3 jeunes gens qui ont une vingtaine d'années. 17 ans plus tôt, il y a une révolte contre l'empereur, contre l'Empire central, menée par un général du clan Gensei. Et cette révolte a échoué. Tout le clan a été décimé. Seuls ces 3 enfants ont été sauvés. 17 ans après, il y a des troubles à nouveau au niveau de l'Empire. Le fils s'appelle Sen. Il a donc 20 ans. Personne ne sait qu'il existe encore. On n'est pas sûr qu'il y ait un héritier du clan Gensei qui existe encore. Il y a sa sœur qui, elle, vit dans une autre famille. Tout le monde sait qu'elle existe et qu'elle a survécu. Elle intrigue plus au niveau politique, au niveau de l'Empire. Et il y a une jeune servante, une jeune paysanne qui a été sauvée également. Le roman est axé autour de Sen, principalement, je dirais, le jeune héritier, donc, qui, lorsque sa mère adoptive se rend compte qu'il y a des risques de guerre, il y a des troubles au niveau de l'Empire, va être envoyé dans un monastère pour apprendre l'art du combat. Et le roman commence comme ça. Bah justement, en parlant du début du roman, nous, il y a une scène d'ouverture dont tu nous as beaucoup parlé au bureau. C'est la façon dont tu as beaucoup aussi mis le livre en avant avec nous, parce que nous, on aime bien tout ce qui est scène d'action, on aime beaucoup le Japon aussi, on avait hâte de mettre les pieds en fait dans ce nouveau territoire. Donc on est ravis d'avoir ce roman-là à la rentrée littéraire, en tout cas dans l'équipe. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces scènes d'ouverture ? Alors, la scène d'ouverture, elle est absolument magnifique et très, très gallmeisterienne, si j'ose dire, puisqu'en fait, le roman s'ouvre sur une scène où une petite fille adorable, d'une dizaine d'années, s'approche d'un vieux moine et lui tranche la gorge. Et pendant que le moine se vide de son sang, elle lui tient la main et lui dit « Faut pas avoir peur, ça va bien se passer ». Et derrière, il y a une forme de prêtresse avec une longue robe blanche, le visage marqué d'écritures magiques, qui assiste à la scène et qui prononce une malédiction. Et là, on est au moment de la révolte, on comprend que
le roman va s'ouvrir et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on arrive 17 ans plus tard sur les 3 enfants qui sont devenus des jeunes adultes maintenant. Et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement frappant dans ce roman, c'est que quand on attaque la lecture, on a donc cette scène d'action qui est très très sombre. Et après, on va arriver dans des moments qui sont assez calmes, en fait, assez apaisés. Parce que certes, on est 17 ans plus tard, on est dans un monde qui a retrouvé la paix. Moi, ça m'a fait penser en fait presque à la scène d'ouverture de Princesse Mononoke, avec une scène vraiment de village. Bon, dans Mononoke, il y a un démon qui arrive et qui vient tout perturber. Là, ça va être d'autres choses. Mais ce que je trouve fort, c'est qu'on voit aussi la ruralité en fait du Japon. Alors, un Japon historique un peu fantasmé par moments, mais qui en fait est aussi riche en recherche. Il y a plein de petits détails qu'on adore. Oui, des espèces endémiques comme le cerro, par exemple, qui apparaissent dans le livre, tout à fait, oui. Et en fait, on pourrait s'attendre à quelque chose qui est très guerrier dans la façon dont on en parle. Et il y a aussi beaucoup de place à la poésie et à la contemplation. Il y a des moments, je me souviens, qui sont très beaux, où il va y avoir même des joutes entre deux personnages. On parle en fait de politique en sous-texte, mais tout est fait sous couvert de poésie. Moi, j'ai trouvé ça très étonnant, très intéressant. Oui, c'est... Alors, moi, je suis ni connaisseur du Japon, ni connaisseur de ce genre de littérature de manière générale, mais je pense que ces moments de respiration, dans un livre qui a quand même pas mal d'action, hein, il y a un combat final qui dure une centaine de pages, des moments qui permettent de faire grandir les personnages. Je le rappelle, ce roman, pour moi, est une quête d'identité de ces 3 jeunes gens qui savent pas forcément d'où ils viennent, enfin qui savent d'où ils viennent, mais sans vraiment le savoir, puisqu'ils sont orphelins, qui cherchent à accomplir leur destin, à survivre aussi. Donc c'est une métaphore de la vie, et je pense que l'auteur, avec ces moments de respiration, permet au lecteur de prendre de la distance et de mieux apprécier le devenir des personnages. Alors moi, j'ai une petite question pour votre compétition entre éditeurs. T'as pas l'impression de piquer le Japon à Bénédicte en faisant ça ? Pas encore, puisque Bénédicte, on attend qu'elle fasse son premier roman japonais, ce qui viendra un jour, j'en suis sûr, mais pour l'instant, non. Et bien justement, j'enchaîne avec Bénédicte, parce que, alors, toi, tu as un roman qui nous étonne, parce que c'est une autrice qu'on connaît bien, le roman de Vera Buck, qui a écrit donc Un sombre été pour cette rentrée littéraire, mais qui, cette fois, s'éloigne un petit peu des forêts du Nord ou des montagnes, comme on a pu découvrir chez elle avec Les enfants loups ou La cabane dans les arbres. Cette fois, elle nous emmène en Sardaigne. Oui, et c'est ce que j'aime beaucoup en fait chez Vera, c'est que elle change de décor et elle le fait merveilleusement bien. Vera, c'est une autrice allemande qui vit en Suisse, donc les montagnes, elle les connaît bien. Elle y va s'y promener tous les jours et y courir. La Suède, là, effectivement, elle nous emmenait dans une petite cabane au fond d'une forêt, près d'un lac. Voilà, il y avait... Effectivement, on change complètement. On va en Barbagia, dans une région qui est crame, où il fait très, très, très chaud, brûlé par le soleil. Et on y est vraiment. Et alors, ça parle de quoi, ce roman ? Alors, ce roman, ça parle de Tilda. Tilda, c'est une architecte. Elle est allemande d'origine italienne et elle vient de vivre un drame personnel. Et elle a envie de tout plaquer. Donc, elle quitte l'Allemagne et elle se rend en Sardaigne, dans un petit village qui s'appelle Bottigali. Mais la particularité de ce village, c'est que c'est un village fantôme. Il n'y a plus personne qui y vit. Et elle va acheter une maison à 1 euro. Ça fait partie d'un projet de rénovation. Elle est architecte, elle va donc y faire des travaux. Elle pourra y vivre et la maison ne coûte qu'1 euro. Donc au début, tout se passe bien. Elle pense vraiment qu'elle va prendre ce nouveau départ tant attendu. Et puis elle se rend compte que dans la maison, il y a des choses particulières, notamment des traces de balles dans les murs, des empreintes de sang par terre. Bon, elle s'inquiète un petit peu. Et puis plus ça va, moins ça va. Elle entend les cloches de l'église alors que le village est censé être désert. Il y a plein des événements comme ça qui la font un petit peu douter. En parallèle, on va suivre une autre histoire qui est celle de Franca. Et grâce à Franca, cette fois, on sera dans les années 80. Franca a 16 ans. Et on va comprendre pourquoi Bottigali est devenu un village fantôme. En fait, Bottigali est devenu un village fantôme parce que dans les années 80, il y a eu un énorme massacre dans ce village lors d'un mariage sanglant qui a fait que toute la population a disparu. Certains sont morts, d'autres sont partis. Et depuis les années 80, c'est un village fantôme. Et grâce à Franca, on va comprendre ce qui s'est passé à travers ses yeux à elle. Le moment où les trajectoires de Tilda et de Franca vont se croiser, puisque avec Franca, on part du passé, mais on arrive dans le présent, tous les secrets, tous les mensonges vont être révélés. Et surtout, on va comprendre le lien complètement inimaginable qui lie Tilda à cette île de la Sardaigne.
Et alors, éditer, c'est un travail d'équipe. Je me demandais comment est-ce que ça s'est passé entre toi, Brice Germain, qui est le traducteur de Vera Buck, qui a aussi traduit ses romans précédents, et l'autrice. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ensemble sur ce livre? Comment ça s'est passé? Alors Vera, c'est quelqu'un qui a un vrai regard graphique, donc elle est très intéressée par notre processus de créature, de couverture. Bien sûr, c'est pas elle qui fait les couvertures, mais en revanche, quand je lui envoie des projets, parce qu'on envoie évidemment les projets aux auteurs, ça peut amener à des discussions, des améliorations. Elle est toujours très enchantée du résultat. Mais c'est la collaboration qu'on a avec Vera. En revanche, pour ce qui est de la traduction, là, c'est Brice Germain qui a notamment remporté le prix de la traduction pour La cabane dans les arbres. C'est vraiment un très très bon traducteur que je salue. Et donc c'est le 3e roman de Vera, donc ils se connaissent. Et lui écrit à Vera et il lui pose des questions. Et quand il a des interrogations, parfois même, il repère des choses que son éditeur allemand n'a pas vues. Et il est aussi là pour, par exemple, pour le titre. Il s'appelle pas par hasard Un sombre été, ce livre. En fait, ce titre fait référence à quelque chose d'autre à l'intérieur du roman. Donc la bêtise aurait été de le traduire autrement. Voilà, c'est cette collaboration qui amène le projet fini. Quels sont les éléments dans ce roman que toi, tu as trouvé très forts ou distinctifs en tant qu'éditrice? Qu'est-ce qui a fait que c'était le coup de cœur? Ce que j'aime beaucoup chez Vera Buck, c'est qu'elle fait des choses très différentes. Même si ce sont 3 thrillers, La cabane dans les arbres, Les enfants loups et Un sombre été, les livres sont complètement différents. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Un sombre été, c'est qu'elle ajoute une dimension intime, intimiste même. Un côté saga familiale avec les figures de Tilda, Franca. Il y a vraiment un côté, plus les personnages féminins sont très forts, elles incarnent vraiment ce roman. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est clair que chez Vera Buck, il y a toujours un personnage féminin, elle le dit beaucoup en rencontre, qui est alors soit une petite fille, soit parfois une adulte, mais qui est toujours le personnage un peu creepy, un peu dérangeant et qui en même temps souvent détient plus d'éléments sur la vérité que les autres parce qu'elle s'intéresse à des choses un petit peu différentes, un petit peu pas pareilles, quoi. Et c'est ça qui rend les choses bien chez Vera Buck, je trouve. Exactement, et c'est tout l'amour qu'elle a pour ces personnages-là, elle le montre justement dans leur différence avec Edith, qui est une petite fille dans Les enfants loups, qui ne parle pas, qui dessine des fleurs, qui vit dans une espèce de secte, avec Rosa dans La cabane dans les arbres, qui est une jeune femme brillante, mais qui est complètement... qui est passionnée et par les fleurs et par la décomposition des cadavres d'animaux. Et là, c'est Franca. Et à cet égard, Franca, je vous invite à lire la postface de Vera, qui est vraiment très belle et qui explique la genèse de ce roman, et notamment du personnage de Franca. Génial. Tu peux nous en parler sans spoiler ou... C'est difficile d'en parler sans spoiler. Simplement, c'est quand même un livre qui parle du patriarcat, qui parle de l'omerta. Et le personnage de Franca est quelqu'un qui a vraiment existé et qui l'a inspiré pour ce roman. D'accord. Génial. C'est marrant, on rejoint un petit peu les traces aussi du roman d'A.S. Tamaki sur le fait d'aller s'inspirer de faits réels. C'est chouette de voir le récit et la fiction s'entremêler. On va parler d'un autre livre, cette fois direction les États-Unis. Là, on a un peu plus l'habitude. On va retrouver une autrice qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment dans la maison. C'est Amity Gaige. Oui, Amity Gaige, c'est une autrice qu'on a publiée pour la première fois il y a 5 ans, me semble-t-il, en 2021. Un livre formidable qui s'appelait Sous nos pieds l'océan. Et là, on publie son nouveau roman qui s'appelle Heartwood, qui a été une vraie révélation pour moi lorsque je l'ai lu, mais pas seulement pour moi, puisque en fait ce livre est sorti il y a 1 an et demi aux États-Unis. Il a eu un succès phénoménal, il s'est vendu en moins d'1 an à plus de 220 000 exemplaires. C'est l'équivalent de 4 fois Betty, par exemple, ou 2 fois My Absolute Darling. Il a été classé parmi les meilleurs romans de l'année par tous les grands magazines ou journaux américains. Et en fait, nous, vous savez, on suit nos auteurs et notre travail, c'est de les accompagner tout au long de leur carrière. Et en espérant qu'un jour, ils feront le grand livre qui les rendra visibles aux yeux du monde. Et pour Amity Gaige, c'est ce livre-là, il n'y a aucun doute. Heartwood, c'est un roman absolument splendide et inoubliable qu'on peut présenter comme un thriller en pleine nature, puisque c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Valérie Sparrow, on l'a surnommée Sparrow, moineau. Elle est infirmière, elle a 42 ans.
elle a décidé de faire cette grande randonnée sur le Appalachian Trail, donc une randonnée de 3500 km qui parcourt les États-Unis du nord au sud, du sud au nord pour elle, donc de la Floride au Canada. Et elle avait besoin de changer d'air, on va dire. Et alors qu'elle s'apprête à quasiment achever sa randonnée, elle a donné rendez-vous à son mari qui vient la ravitailler. Elle a quelques centaines de kilomètres de son point d'arrivée et elle n'arrive jamais au point de rendez-vous. Son mari s'inquiète, mais il attend un peu et puis finalement il décide de lancer des recherches. Et donc le roman va se centrer autour de la recherche de cette femme, Valérie, qui a disparu en pleine nature, dans les bois du Maine, cet état donc au nord-est des États-Unis. Et on va suivre Valérie elle-même à travers son journal. Peu avant et pendant sa disparition, elle écrit des lettres à sa mère qu'elle adore, qui est très proche d'elle. On va suivre aussi l'enquête menée par Beverly, une garde-chasse expérimentée, qui va faire tout pour retrouver Valérie, puisque Valérie a disparu depuis plus de 2 jours. Or, elle sait très bien que les statistiques ne jouent pas en sa faveur, puisque 97% des personnes disparues sont retrouvées dans les 24 heures, et les 3% qui ne sont pas retrouvées dans les 24 heures, en général, sont retrouvées morts. Donc, elle se lance dans cette course contre la montre pour retrouver Valérie. Et on va suivre aussi une dame âgée qui est dans une maison de retraite et qui va suivre l'enquête à la télévision, puisque évidemment on est aux États-Unis, les médias s'en mêlent très vite, et qui va faire des recherches sur Internet et qui va se passionner pour cette histoire-là. Et en fait, là où ce livre est formidable, c'est qu'il est universel. Le vrai thème du livre, ça n'est pas la disparition de Valérie. Le vrai thème du livre, c'est la maternité, c'est la filiation, puisque Valérie est très très proche de sa mère, qui vient participer aux recherches aussi. Beverly, la garde-chasse, elle, a une mère qui va pas bien et elle a trop de mal à la voir souffrir. Elle refuse de s'en occuper, elle laisse cette tâche-là à ses sœurs, donc elle éprouve de la culpabilité. Et Lena, qui est toute seule dans sa maison de retraite, elle a une fille qu'elle a abandonnée en fait, et qui a l'âge de Valérie. Elle se dit que peut-être ça serait la même personne. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'enthousiasme ou qu'elle se passionne pour cette histoire. Le vrai sujet du livre, il est là. C'est, une fois encore, l'enfance, la maternité, la filiation. Voilà, je pense que c'est un livre particulièrement touchant. Je vais même, ce que je ne fais jamais, je crois, je vais faire une citation. Je vais lire 2 citations du livre, parce que ça va vous donner une idée de l'écriture d'Amity Gage. C'est au tout début du livre, Valérie écrit à sa mère et elle termine sa lettre par cette phrase qui est « Aucune femme n'est une étoile, aucune femme n'est une déesse, un arbre ou une magicienne. Mais à une époque, dans tes bras, l'univers était à ma portée et je savais où j'étais. » Toutes les mères rêveraient d'entendre ça, dire ça d'ailleurs, les pères aussi. Et une autre citation qu'on a mis en 4e de couverture, c'est « C'est à la mère rêvée qu'il faut renoncer, celle que vous avez fantasmée et que vous pensiez mériter. C'est elle que vous devez enterrer. Elle est un mirage. Elle vous brisera le cœur. » Voilà. Je crois que tout est dit quand on entend ces phrases-là. Tout est dit, mais je vais quand même rajouter quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans l'équipe quand on a découvert ce roman. Parce que j'ai l'impression d'en parler à chaque épisode, mais en fait, dans notre équipe, on n'est pas nombreux chez Gallmeister. On est, on va dire, une vingtaine. Ce qui nous permet de faire notamment des réunions de lecture. On est tous autour de la table et on donne tous notre avis sur les romans à paraître. Ce qui nous permet, par exemple, de savoir quel est le public idéal, on va dire, pour un roman, mais aussi ce qui nous a touchés personnellement. Et pour ce livre, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est que, en fait, toutes les femmes autour de la table se sont regardées et ont soufflé un peu comme ça, et elles ont fait « on est d'accord, hein, on est d'accord ». Il n'y a pas eu besoin de mots pour exprimer ce qui nous a fait partager un sentiment grâce à ce livre. Donc, c'était très, très fort. Donc, merci pour ça, et merci à Amity Gage pour ça. Amity a une plume absolument extraordinaire, vraiment. Et elle est capable de dire beaucoup de choses avec peu de mots. Elle a à chaque fois le mot juste. Et une fois encore, j'aime bien cette idée d'universalité. C'est un livre qui me rappelle Dans la forêt, par exemple, de Jean Egland. Je n'ai jamais... Là, on a présenté ce livre à pas mal de personnes déjà, à des libraires, à des journalistes, à d'autres lecteurs. Et on n'a que des retours enthousiastes. Tout le monde s'y retrouve. Franchement, ce livre est, à mon avis, amené à avoir une grande destinée.
Non, mais je suis bien d'accord, et la comparaison avec Dans la forêt, pour moi, coule vraiment de source. Et je propose qu'on aille vers le dernier roman de cette rentrée littéraire, qui est aussi une retrouvaille. Cette fois d'une autrice qu'on a déjà vue au cours de 3 romans, qui n'est pas n'importe qui, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est l'autrice qui a lancé le pan non américain de la ligne éditoriale. Est-ce que tu veux en parler, Bénédicte ? Alors, je vais parler du Mal invisible. C'est donc le dernier roman de Giulia Caminito, qui est sans doute son roman le plus intime. Et qui donc dans ce roman, Giulia nous raconte l'histoire de Loris. C'est un jeune homme, il a 30 ans, il travaille dans l'édition, il est dans une situation un peu précaire, il n'est pas très très bien payé, il rêve d'écrire de la grande littérature, ou de publier de la grande littérature, mais il fait les cafés, les photocopies. Il a quand même une copine, mais bon, sa vie, ça va pas du tout parce que Loris est persuadé d'être malade. Donc, il va courir à les médecins, il cherche à avoir des bilans et tous les médecins lui disent « Écoutez, monsieur, vous n'avez rien, vous êtes juste fatigué, vous êtes peut-être déprimé, prenez des probiotiques. » Et ça le rend dingue, complètement dingue, Loris, parce qu'en fait, il souffre d'un mal invisible, justement. Il est persuadé d'être malade. Et on va donc assister un peu à cette descente aux enfers de Loris qui s'imagine en plus une espèce de créature imaginaire qu'il appelle lui-même dans sa tête catastrophe, qui va certainement pas l'aider à aller mieux. Et les seuls moments de répit qu'il a, même sa planche de salut, et ce qui lui donnera tout l'espoir à cet homme, c'est les souvenirs qu'il a de son grand-père, Tempesta, qui, quand il était petit, lui a appris à cultiver des tomates ou à observer les oiseaux. Et voilà, c'est ça qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Donc c'est un livre qui parle du corps, c'est un livre qui parle de la maladie, c'est un livre très littéraire avec Giulia, c'est ce que j'aime chez elle aussi, c'est son écriture à la fois poétique et crue, qui brouille les frontières entre le réel et l'imaginaire. Un roman qui laisse une marque, mais qui parle d'un sujet très compliqué et difficile. Et donc, Giulia Caminito, donc, nous, dans l'équipe, on la connaissait déjà, et les lecteurs aussi, j'espère, pour donc son premier roman, Un jour viendra, mais aussi L'eau du lac n'est jamais douce, et La Grande A, qui est sortie récemment aussi en rentrée littéraire, d'ailleurs. Comment tu l'as découverte, Giulia Caminito ? Alors, quand je suis arrivée aux éditions Gallmeister, Oliver m'a dit je veux que tu voyages, je veux que tu sortes, je veux que tu ailles voir les éditeurs. Alors ça, c'est le rêve de toute éditrice d'entendre ça. Et donc, je suis partie à Milan. Et je suis allée chez Bompiani, qui est un éditeur assez littéraire. Et j'ai rencontré l'éditrice italienne de Giulia Caminito, qui m'a parlé de Un jour viendra. Et donc, je lui ai dit, bien sûr, ça m'intéresse sur le papier, l'histoire de 2 frères. On est dans une Italie très rurale. Et donc, tout me donnait envie. Et je lis le prologue et j'en parle à Oliver. Et la première scène, le prologue, c'est Lupo, il a 12 ans, et son frère Nicolas, ils sont dans une forêt. Il fait nuit et on a l'impression que ça va, mais quelques instants plus tard, Lupo dit à Nicolas, maintenant tire-moi dans la jambe. Ça se finit comme ça. Et voilà, déjà pour moi, il y avait beaucoup d'éléments gallmeisteriens, entre guillemets, et on a été séduits. Tous les deux, et ça a lancé l'ouverture de catalogue de la ligne non américaine de Gallmeister. C'est génial. Et donc celui-ci, il est un petit peu différent. Il est différent, il est contemporain, comme je le disais, il est plus intime. Elle aborde des sujets plus sociétaux aussi, la condition de l'homme moderne face à des choses qui viennent envahir complètement, une douleur insaisissable qui va envahir son quotidien, le conflit des générations entre lui et ses parents. Voilà, on est dans quelque chose qui est plus contemporain, oui. Et toi, donc, tu as pu échanger avec l'autrice. Quelle était son intention, en fait, en écrivant ce livre ? Est-ce que c'est un livre qu'elle pensait engager ? Est-ce que c'est pour parler d'un mal plus grand qui touche une génération ? Je pense que c'est, comme je le disais, c'est son roman le plus intime parce que ça parle de cette maladie, ça parle de la figure du grand-père Tempesta, dont Giulia est très très proche de son grand-père. Elle a voulu mettre, sans doute des questions. Elle est très attachée aussi à la place de la jeunesse italienne dans la société. Donc elle met aussi dans ce roman en avant la précarité de ces personnes qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas de travail, qui sortent à la difficulté économique. C'est aussi quelque chose dont elle souhaite parler dans ce roman. C'est une autrice assez engagée, Giulia Caminito, oui. Ok, eh bien écoutez, on a parlé des 4 romans, mais maintenant j'ai des questions un petit peu plus larges en fait sur la rentrée littéraire. Premièrement, j'aimerais bien vous demander comment vous avez choisi les romans que vous avez positionnés en rentrée. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ce moment-là ?
parce que je sais que c'est l'occasion, alors certes aussi de toucher un plus grand public, mais c'est aussi le cœur qui parle des fois. La rentrée littéraire pour une maison d'édition, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer beaucoup de libraires en particulier. Je pense que c'est le rendez-vous annuel où on peut montrer le travail parcouru et le travail qui reste à faire pour faire évoluer notre ligne éditoriale, pour développer notre catalogue. Et en mettant, pour ma part, l'Empire de l'automne et Heartwood en avant, je voulais montrer qu'avec Heartwood, on est dans un roman qui se passe dans les grands espaces américains. C'est l'histoire d'une femme disparue, mais c'est aussi une histoire de famille. C'est la grande thématique qui parcourt les éditions Gallmeister et qu'on retrouve dans tous nos succès. En réalité, plus que la nature, c'est la thématique familiale. C'est, que ce soit Second Island, Betty, My Absolute Darling, c'est la famille, c'est l'enfance. Le fil rouge de notre ligne éditoriale, en réalité, il est là. Heartwood est complètement là-dedans et je pense qu'il a peut-être un côté, de ce point de vue-là, rassurant pour un certain nombre de lecteurs. Et du coup, en contrepoint, je voulais montrer qu'on avait aussi d'autres envies de lecture, d'autres envies de découverte. Et moi, en ce moment, c'est l'Empire de l'automne, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire. J'ai envie de m'évader. Les Américains, ils parlent d'escapism. Face peut-être à l'actualité, face au mouvement du monde, me plonger dans le Japon médiéval avec des moines qui volent, des combats de sabres, des poursuites à cheval. Ça m'a fait rêver, j'ai lu ça comme si j'avais 12 ans et je pense que c'est très cohérent de mettre ces deux livres l'un à côté de l'autre puisque Gallmeister est une maison de littérature romanesque. Nous, on vend des romans d'aventure, d'évasion, d'action, d'émotion. Et je pense que ça faisait une offre pour ma partie, on va dire pour la partie américaine, très équilibrée. Pour ce qui est de Vera Buck, en fait, c'est le thriller. C'est le seul de cette sélection, véritable thriller avec des rebondissements, avec du suspense, avec une ambiance un peu oppressante de l'action, malgré, comme je le disais, des personnages féminins très forts. Ça reste un thriller. Et ça participe pour nous aussi d'une espèce de contre-rentrée. C'est-à-dire que c'est le 3e livre de cette autrice qu'on publie. Elle a déjà rencontré le succès avec ses 2 premiers romans. En plus, ça se passe en Sardaigne. Vraiment, c'est une lecture idéale pour août. Et donc voilà, ça nous semblait judicieux de le mettre encore cette année en rentrée littéraire. Julia Caminito, je dirais que c'est peut-être la caution littéraire de notre rentrée littéraire. C'est un livre qui est, je le disais, un peu plus exigeant, si je puis dire, que les autres. Mais on a cette écriture qui est très, très forte, très belle de Julia, qui a cette poésie, qui a cette crudité. Voilà, c'est un roman littéraire. Bon donc c'est génial, ça veut dire qu'il y a de quoi lire pour tous les lecteurs et que tout le monde va s'y retrouver, si on résume plutôt bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour présenter tous ces romans. Merci à toi, Louise. Merci, Louise. Si vous voulez rajouter quelque chose, par exemple, je sais pas, un coup de cœur que vous avez eu récemment au sein de la maison, ça peut être dans le catalogue de l'autre, d'ailleurs. Si vous avez envie, je sais pas, de parler d'un projet à venir, c'est aussi le moment. Ça peut être chouette. Moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'on parle d'Alaska et de la jeunesse. Je vois le Mystère des ombres, qui est le premier roman pour enfants, enfin pour jeunes adolescents de Pierre-Georges Pulixi. Il y a aussi Bess is Dead, que je ne vois pas. On n'a pas reçu le livre encore, mais parce que ça va commencer par une édition collector. Qui est notre premier roman de Young Adult. Voilà, moi, c'est ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que une maison d'édition, c'est une entreprise qui se développe de manière organique par rencontre de personnes. Bénédicte, puis Barbara qui lance la jeunesse chez nous, puis par rencontre d'auteurs, d'éditeurs, mais que c'est assez beau de voir grandir une maison en se développant dans différents domaines. Et je suis assez fier de ça et je pense qu'on a de belles promesses à tenir dans les prochains mois.
Bah écoute, si tu permets, moi je vais un peu approfondir ça parce que je trouve que c'est super intéressant. Notamment, moi, ce que je trouve beau dans cette manière de fonctionner avec nos auteurs, c'est que il y a même des liens qui sont entre eux de manière très autonome et il y en a qui se répondent. Par exemple, tu parlais de Pier Giorgio Pulici, qui est accompagné par Bénédicte, qui lui-même fait référence à Peter Swanson dans certains de ses romans, qui est un auteur que tu accompagnes. 8 crimes parfaits, La librairie des chats noirs, qui se répondent. Là, on va avoir Pier Giorgio Pulici qui arrive du côté de la jeunesse, qui là du coup va être accompagné, enfin est déjà accompagné par Barbara Bessa, qui a donc lancé la jeunesse chez nous dans la collection Saga. C'est beau de voir tous ces auteurs qui se répondent et qui commencent à travailler un peu avec tout le monde dans la maison. C'est hyper enthousiasmant. D'ailleurs, Pier Giorgio Pulici, dans son prochain roman jeunesse, nous emmène aux États-Unis. Voilà, comme quoi Vera Buck n'est pas la seule à changer de localisation de temps en temps dans ses romans. Vera en Sardaigne, sur la terre de Pier Giorgio Pulici. C'est fou quand même. Moi, j'adore. C'est un hasard que j'aime beaucoup. Et donc bientôt Bess is Dead qui arrive, qui est notre premier roman young adult, mais on aura le temps d'en vous en parler avec Barbara justement lors d'un prochain podcast. Et on a hâte de tout vous expliquer parce que le projet est complètement fou. C'est une réécriture des 4 filles du Dr March, sauf que ça commence avec Bess qui n'est pas morte de maladie mais qui est retrouvée dans la neige, qui a été assassinée et qui a bien pu commettre ce crime. C'est génial, c'est inlâchable et on est plusieurs à avoir fait une nuit blanche dans l'équipe grâce à ce livre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était génial. Merci. Si vous voulez retrouver d'autres conseils lecture et d'autres personnes qui parlent très bien de livres, je vous invite à regarder les précédents épisodes qui cette fois seront en anglais, mais nous, on vous a donné des sous-titres. Donc normalement, tout va très bien se passer. Nous étions avec Sarah Walker, notamment, autrice des Voleurs d'innocence et de Bienvenue à Dietland, mais aussi de Gabriel Talent, auteur de La Voix, et de My Absolute Darling, et enfin avec Catherine Chidjey, qui est l'autrice du livre de la culpabilité. Concernant les livres de la rentrée littéraire, ils sont à retrouver à partir du 19 août en librairie. On vous invite à aller piocher dans tout le catalogue qu'on vous propose. Comme on vous l'a dit, il y a de quoi être bien content pour tout type de lecteur. Donc explorez donc ces romans et on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.